Ouvrez grand vos oreilles. Vous écoutez un balado Urbania. Planète Terre 2030. Comme prévu, la hausse du niveau de la mer et l'acidification des océans se sont poursuivies. Les vagues de chaleur, les pluies extrêmes et les ouragans violents sont plus fréquents et plus intenses que jamais. À l'inverse, le mot froid a disparu du dictionnaire. Les glaces terrestres et le permafrost fondent, tandis que l'été, presque sans banquise dans l'Arctique, est déjà là. Les scientifiques martelaient depuis plusieurs décennies la nécessité de maintenir le réchauffement terrestre sous la barre des 1,5 degrés Celsius d'ici 2100 afin d'éviter le pire. Mais en 2030, nous avons déjà passé ce seuil. L'influence des êtres humains sur le réchauffement de l'atmosphère, des océans et des continents est hors de tout doute. Malgré le mur que l'humanité est en train de frapper, la prise de conscience collective se fait encore attendre. My God, t'es allé un peu fort. On dirait qu'il fait plus mal que les autres, celui-là. Ouais, mais la différence avec les scénarios précédents, c'est que celui-ci, il est basé sur les prédictions du dernier rapport du GIEC. Fait qu'il est... Vrai? Ouais. Mais là, qu'est-ce qu'on fait à faire un podcast? Faut qu'on fasse quelque chose, voyons donc, qu'on se construise un bunker, qu'on parte en fusée, quelque chose, voyons! Hey, respire Alex, notre travail, il reste pertinent. Mais oui, au cas où c'était pas encore clair pour tout le monde, c'est la grosse crise climatique. Mais comment se fait que personne n'en a parlé avant? Ben là, ça fait 50 ans qu'on sait pas mal que tout ça va arriver. Ce qu'il y a dans le dernier rapport du GIEC, c'est pas de la nouvelle info, hein. Ben peut-être, mais moi j'avais fait de l'hypnose pour l'oublier, puis tu viens de ruiner 75$ de thérapie. Moi, c'est Alexandre Forêt, humoriste de La Relève, j'ai 28 ans et je vais m'acheter des cristaux en espérant que Jupiter puisse sauver un pauvre habitant de Gaïa comme moi. Et moi, c'est Léa Hilardo, j'ai 23 ans, je milite depuis plusieurs années pour la justice climatique, mais pas en mettant notre avenir commun dans les mains de Jojo Savard. Tant pis pour toi, Mercure est en rétrograde en plus. Puisse la Lune nous sauver. Mis à part nos belles personnalités, on a autre chose en commun, on est assez inquiet par rapport à l'avenir de la planète. Bien, on n'est pas les seuls. L'éco-anxiété, c'est un des traits distinctifs de notre génération. Ouais, on en est rendu à mettre notre espoir sur les étoiles tellement on sait plus quoi faire. Tu en es rendu là. M'inclus pas dans tes trucs d'astrologie, s'il te plaît. Saturne te protégera, ma fille. Mais tu sais, plus concrètement, c'est un peu ça d'ailleurs l'idée de cette série balado. Servir de remède à notre anxiété. Parce que même si on peut pas nier la gravité de la situation, il y a plusieurs personnes qui travaillent, qui militent et réfléchissent à toutes sortes de moyens d'améliorer le cours des choses. On va aller à leur rencontre, question de voir l'avenir du Québec un peu plus en rose et en vert. Bienvenue à Avant de tirer la plug. Une présentation d'Urbania en collaboration avec Hydro-Québec. Bon, là, Alex, c'est le dernier épisode. Oui, on a fait tout ce qu'on pouvait, maintenant on croise les doigts pour que tout change. En attendant, on va faire du motocross. Pourquoi t'as des mauvaises idées comme ça? Pour que tout change, faut jaser au monde qui prend les décisions. C'est qui ce monde-là? Le patriarcat! Oui, arc, mais c'est pas là que je m'en allais. Mettons, tu penses un peu plus proche de nous, la société d'État avec qui on jase depuis le début du balado. Hydro-Québec? Oui, et la présidente directrice générale d'Hydro-Québec. C'est qui? Poséidon? Non, c'est Sophie Brochu. Bon, on y est. Fait que là, faut vous dire que le jour où on a jasé avec Sophie Brochu, c'était aussi le jour où sortait le dernier rapport du GIEC. Même si les 7 épisodes précédents nous ont donné de l'espoir, voir le rapport du GIEC, pas la meilleure affaire pour voir la vie en rose et en vert, mettons. On savait que ça allait être une bonne grosse conversation, fait que tu sais, on a commencé straight par lui demander si elle aussi, elle était éco-anxieuse. Je vous dirais que moi, je suis à la fois ambitieuse, pragmatique, lucide et optimiste. En ce sens où, si je pensais que l'être humain n'était pas en mesure de s'adapter, si je pensais que l'être humain n'était pas capable de se rendre compte qu'il est sur le bord d'un précipice et que devant ce précipice, il va dire « c'est assez, je recule », je serais extraordinairement anxieuse. Moi, j'ai confiance en votre génération, Léa. Alors, moi, je sais que votre génération est capable de grandes choses.
pour autant que la mienne se tasse. Il faut que ma génération vous écoute, vous challenge, vous donne des moyens, partage avec vous ce que l'on sait, vous dise en toute humilité, ça les amis, on vous laisse un dégât, on en est bien désolé, mais on va se tasser, dites-nous ce que vous voulez qu'on fasse. Je pense que votre génération est capable de grandes choses pour autant que la nôtre prend ses responsabilités. Et c'est là que vous avez, la vôtre, c'est de nous pousser. Par contre, notre génération, en ce moment, elle est jeune, on est en train d'étudier, on est en train de faire des projets, et on a peur à l'avenir. Puis aussi, vous me dites que c'est nous qui devons faire un avancement, mais c'est vous qui êtes à la tête de la société d'État, c'est vous qui êtes à l'avant-plan de Hydro-Québec. Est-ce que justement, vous n'avez pas quelque chose que vous pourriez faire pour nous rassurer? Vous, votre responsabilité, c'est de consommer intelligemment. Aujourd'hui, vous êtes des consommateurs. Hein? Vous n'êtes pas encore dans le monde du travail, vous commencez, mais vous êtes des consommateurs. Pas juste des consommateurs d'essence ou d'électricité dans un véhicule donné. Vous achetez des vêtements, vous achetez de la nourriture, vous consommez des téléphones ou pas de téléphone, vous consommez comme on consomme tous. L'acte de consommation lui-même est chargé d'énergie. Donc Madame Brochu pense que notre génération est plus sensibilisée, donc on sera plus apte à agir que nos prédécesseurs. Certainement, mais l'affaire c'est que la maison brûle en ce moment. Elle a raison de dire qu'on doit consommer moins puis que le consommateur a son rôle à jouer, c'est indéniable. Mais j'aurais aimé que Mme Brochu nous donne des pistes de solutions pour justement moins consommer. Peut-être aussi d'autres solutions. J'ai pas l'impression que c'est juste dans la cause du consommateur l'urgence climatique. Oui, puis même si c'est important que chaque personne fasse sa part, c'est un peu démotivant pour nous de voir qu'on accueille par exemple Google sur notre territoire, un des plus grands pollueurs au monde. C'est difficile d'enligner les deux messages, mettons. Hydro aurait pas un pouvoir décisionnel là-dessus? C'est pas Hydro-Québec qui va décider, là, je vais te faire sourire, mais est-ce qu'on devrait vendre, sourire ou pas, là, mais est-ce que c'est correct de vendre de l'électricité à un GAFAM? C'est-tu correct de vendre de l'électricité à un bar de danseuses topless? Est-ce que, c'est pas nous autres de décider quelle est la vertu morale du consommateur d'électricité. Ça appartient à la société, dont on fait tous partie. Puis, ultimement, c'est un choix de gouvernement. Alors, le gouvernement, aujourd'hui, du Québec est très, très conscient, compte tenu de la mouvance planétaire, que la valeur verte de notre hydroélectricité, elle est extrêmement grande. Si vous voulez mon avis, je pense que c'est moins pire de donner de l'électricité à un bar de danseuse que Google. Surtout que pas de linge, t'en as besoin de chauffage. Ouais, puis le fast fashion, c'est une des industries les plus polluantes. C'est un geste des plus écologiques que de ne pas porter le linge. Mais là, on a juste la parole de Mme Brochu. Il n'y aurait pas quelqu'un qui pourrait nous aider à relativiser tout ça? Parce que je t'avoue, j'ai pas les connaissances pour mettre en question les dires d'une PDG. C'est le temps de présenter notre Joker! Juste après Madame Brochu, on a jasé avec Émile Boisseau, un ancien de chez Hydro-Québec en relations gouvernementales. Il est maintenant analyste des politiques climatiques chez Équiterre. Ouh, un agent double! Non, pas vraiment. Il a jamais travaillé aux deux places en même temps. C'est un James Bond environnemental, puis personne va me convaincre du contraire. Ok, pendant que tu fabules, moi je lui ai demandé comment il a reçu le dernier rapport du GIEC et à quel point il était éco-anxieux, lui. Sur une échelle un peu de 0 à 10, où est-ce que tu te situes, toi, en tant que personne éco-anxieuse et est-ce que tu penses qu'on devrait sentir plus d'alarmisme du côté de ces personnes dirigeantes-là? Ben, on parle du rapport du GIEC. Je pense que l'expression qui est ressortie le plus, c'est l'alerte rouge pour le climat. Donc oui, c'est un avertissement pour ceux qui n'étaient pas déjà avertis. C'est supposé être un coup de pelle d'en face, ce rapport-là. Notre planète est en feu. Sortons l'arrosoir, là, continuons pas à répandre de l'essence dessus. En termes d'éco-anxiété, moi je te dirais que j'arrive à bien naviguer avec, même s'il y a des périodes un peu plus difficiles. Un conseil que je donnerais aux gens, c'est vraiment de s'impliquer. Justement, l'implication, c'est le moteur du changement. Ça peut se faire à différentes échelles, mais c'est ça qui permet de canaliser cette éco-anxiété qu'on ressent parfois, puis de voir concrètement les actions qu'on est capable de faire. Et puis, c'est l'implication, c'est ce qui fait passer les actions individuelles en changement collectif. C'est comme ça qu'on arrive à faire changer notre société, à la faire évoluer dans le bon sens. Et puis, c'est comme ça que j'arrive personnellement à gérer ma petite éco-anxiété.
qui serait pas mal plus grande si je m'impliquais pas. Est-ce que tu penses qu'on devrait quand même ressentir plus d'alarmisme du côté des personnes, soit du côté gouvernemental ou à la tête de sociétés d'État comme Hydro-Québec? Oui, je pense que même si nos gouvernements se disent sensibles à la question, après ça, il faut que ça se concrétise en action. On a des cibles de réduction de gaz à effet de serre au Québec et au Canada qui sont clairement insuffisantes aux yeux de la science, et encore plus si on veut faire notre juste part. Le Canada et le Québec font partie des économies développées depuis plus d'1 siècle. Donc, on a contribué au réchauffement climatique, on en a mis du CO2 dans l'atmosphère, et puis on a de l'argent pour pouvoir transformer notre économie et transformer celle des autres aussi. Clairement, nos cibles sont insuffisantes en ce moment. Ça fait toujours peur, le changement, mais dans ce cas-ci, je pense que l'inaction devrait nous faire beaucoup plus peur que l'action. Ok, fait qu'on n'est pas fou quand on dit qu'il y a une urgence puis qu'on doit agir maintenant. Non, et c'est effectivement plus le temps de pelleter la marde vers notre génération. Ça fait 30 ans qu'on fait ça, mais là, ça chauffe pour vrai. Puis comme le dit Émile, on a une responsabilité au Québec et au Canada d'en faire plus. Puis comme lui, je pense qu'il faut arrêter de se complaire dans nos actions individuelles et penser au nous plutôt qu'au je. C'est souvent en fait un discours que les jeunes en fait de notre génération entendent de notre comportement en tant que consommateur ou consommatrice, et en fait c'est un peu lassant de se dire surtout qu'il y a beaucoup de jeunes, donc un peu l'éco-anxiété qui caractérise cette génération et qui donc vont faire énormément de choses, et là on se rend compte que notre paille en carton par rapport à notre paille en plastique elle a zéro impact par rapport à l'impact écologique d'une société comme Amazon, quoi. Donc c'est un peu, effectivement, en tant que personne en position de pouvoir, parce que vous êtes à la tête d'une grande société d'État, mais je pourrais parler du gouvernement caquiste ou Trudeau, eh bien il y a quand même cette responsabilité à avoir, et c'est pas seulement des comportements citoyens. Nous avons comme consommateurs le pouvoir de changer leur modèle d'affaires. Je pense que le consommateur aujourd'hui a beaucoup plus de pouvoir qu'il ne l'avait il y a 20 ou 25 ans. Ça, moi, j'ai vu ça changer du tout au tout. J'ai 58 ans, là. Puis, il y a quelque chose qui s'est passé dans les 30 dernières années, là. Vraiment, là, Léa, Alexandre. C'est qu'on est passé d'un consommateur qui consommait ce qu'on y poussait à un client qui avait des attentes, des expectatives de qualité, de prix. Ce consommateur qui est devenu un client plus exigeant est aussi un payeur de taxes, est aussi un payeur de taxes de carbone et est aussi une personne qui vote. Bon, définitivement, Madame Brochu croit en nous, consommateurs du XXIe siècle, pour maintenir la température du globe à 1,5 degrés Celsius. Je suis justement un consommateur qui fait attention. Je choisis mes entreprises avec qui je fais affaire, j'achète des produits locaux pour encourager nos agriculteurs, même que je construis mes meubles avec du bois que j'ai moi-même scié pour me sortir de la spirale de la surconsommation. J'aimerais savoir si mes gestes ont un véritable impact pour sauver l'environnement. Alors, j'ai demandé à Émile pour savoir c'est quoi l'impact du consommateur. L'action individuelle est importante, mais ça passe surtout par des changements qui sont systémiques. Tu sais, je donne des exemples concrets. Si j'ai beau avoir la meilleure volonté du monde, si les options ne s'offrent pas à moi, c'est pas possible. Si je veux emprunter le transport collectif, si je veux faire du vélo de manière sécuritaire, mais que j'ai pas de piste cyclable qui est proche de chez moi, qui est sécuritaire, si j'ai pas d'autobus qui passe au moins aux 45 minutes, je le ferai pas. Si je veux éviter l'obsolescence programmée, en fait, si je veux éviter l'obsolescence programmée, mais que je sais pas quel produit est réparable, quel produit ne l'est pas, tu sais, je suis dans rangée 8 du Canadian Tire, je m'achète un nouvel outil qui va me servir toute ma vie, ben lequel se répare mieux, je le sais pas. Je le sais pas, donc je peux pas prendre la décision. Pour faire une décision éclairée individuelle, il faudrait que le gouvernement mette en place des lois, des règlements qui encadrent l'affichage, qui encadrent la réparabilité, par exemple. Il faut leur chauffer les fesses à toutes ces entreprises-là. Comme il faut chauffer les fesses à Hydro-Québec, de dire « tu fais pas assez, tu peux aller plus loin », ben, il faut qu'on ait cette posture mentale-là, d'écoute et de support. Ça, Léa, Alexandre, moi, je suis convaincue que le Québec est capable de faire figure de proue dans le reste du monde avec ça. Et justement, concrètement, comment Hydro-Québec fait partie de cette solution-là? Nous, en fait, on a vécu la pandémie avec la très grande conviction
qu'on pouvait faire plus pour le Québec. On fait déjà beaucoup, hein? Puis c'est quand Hydro-Québec, c'est à toi, là. Puis c'était à Alexandre, hein? C'est aux Québécois, c'est notre maison, c'est à nous. On est capable de faire davantage en travaillant encore plus fort avec chacune des communautés. On voit Hydro-Québec, à juste titre, comme un leader mondial en l'énergie. Ça, c'est bien le fun, là. Mais ce qu'on veut, c'est être des catalyseurs de possibles dans ton coin du monde, Alexandre. Puis dans toutes les communautés. Alors, on a lancé Énergie en commun, qui est cette grande initiative-là où, pour la première fois de l'histoire d'Hydro-Québec, on a demandé à tous les Québécois, hey, mettons qu'on organise 3 chantiers, là, répondez donc à ce sondage-là, on essaie de voir qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Puis, c'est en train d'influencer notre plan stratégique à nous. Puis en plus, on dit, bien, donnez-nous donc, si vous avez des idées, donnez-nous vos idées. On va regarder ce qu'on est capable de faire. On pensait recevoir à peu près 2-3 000 idées. Je pense qu'on est rendu à 17 000 idées de partout au Québec. Des gens qui disent, bien, moi, je pense qu'on pourrait faire ci ou qu'on pourrait faire ça, puis on pourrait le travailler de telle ou de telle manière. Bien, on va tout colliger ça, puis on va donner vie dans toutes les régions du Québec à différents projets qui vont nous paraître porteurs, puis qu'on est capable de faire. On ne sera pas capable de tout faire, c'est impossible, là. Mais on va travailler dans chacune des communautés. Quand je me demandais ce qu'Hydro allait faire pour la crise climatique, je te mentirais pas, j'ai été un peu laissé sur ma faim en entendant parler de leur initiative de consultation. Ok, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on passe de la parole aux actes. Parce que là, ça suffit qu'on se repose sur notre hydroélectricité pour justifier que c'est pas trop grave de consommer 7 fois plus que le reste du monde au Québec. Les cibles climatiques de nos gouvernements, elles sont bien trop faibles par rapport à ce que dit la science, et en plus, on les atteint même pas. Au provincial, on appuie un 3e lien autoroutier et on affirme qu'on a besoin d'étendre un oléoduc pour financer la transition énergétique au fédéral. Fait que là, c'est urgent de se réveiller, là. Faut arrêter d'encourager l'étalement urbain, arrêter de gruger des terres agricoles, de détruire des milieux humides et de sortir des énergies fossiles. Au plus vite! On l'a vu avec la série Balado, Hydro a fait beaucoup de bien, mais il reste beaucoup de choses à faire, puis avec toutes ses forces, il pourrait être à l'avant de la transition écologique. Considérant justement que c'est une société d'État, ça pourrait être la bonne instance pour convaincre nos gouvernements de changer les choses. Puis je serais d'accord. Après tout, c'est à moi, Hydro-Québec. Oui, je partage ton doute aussi sur les plans que nos gouvernements mettent en place. On est très bon au Québec, au Canada, pour se doter de cibles, mais après ça, il faut les atteindre. Hein. Moi, si je dis je vais aller courir un marathon, puis là, je le fais pas, puis là, l'année après, je fais non, mais je l'ai pas couru cette année, mais je vais en courir 2 l'année prochaine. Regardez-moi bien. Puis là, je le fais toujours pas, puis là, non, mais je vais en courir 3. OK, c'est bien beau, Émile, mais après ça, comment tu vas faire? Ben, il faut que tu te prennes un entraîneur. Il faut que je te dise à chaque semaine, je suis allé courir 3 fois, j'ai fait telle distance. Ça va m'aider à atteindre mes cibles. En ce moment, au Québec, on a un plan pour une économie verte qui répond à la moitié de nos réductions d'ici 2030. D'ici 2030, c'est dans 9 ans, là. Donc, il faut... je suis d'accord avec toi qu'il faut faire preuve de cohérence gouvernementale et paragouvernementale dans le cas d'Hydro-Québec. Puis il faut vraiment montrer d'où vont venir ces réductions de gaz à effet de serre-là si on veut au moins atteindre notre cible qui est déjà insuffisante, là. Mais vous avez souvent dit que vous vouliez que les jeunes soient fiers de Hydro-Québec, que les jeunes se réapproprient Hydro-Québec, même qui portent le logo d'Hydro-Québec comme une effigie, un peu de la même manière qu'on va porter une casquette ou un chandail du Canadien, de vouloir que les gens portent Hydro-Québec comme une casquette Nike. Est-ce que c'est pas un utopiste comme souhait un peu ou contre-productif, tu sais? Qu'est-ce que vous voulez faire, mettons, pour que ça existe, ça, là? Mon idée, c'est pas de mettre des t-shirts Hydro-Québec partout, mais quand je dis ça, c'est que Hydro-Québec, c'est à toi, Alexandre. Mm-hmm. Ça t'appartient. Puis l'argent qui est fait, elle s'en va à ton gouvernement, qui réinvestit dans ton école, dans ton système de santé, dans toute ta société qui s'occupe de ceux qui sont moins nantis. C'est ça, Hydro-Québec. C'est une roue vertueuse. Moi, je me dis, tous les jeunes, tout le monde au Québec doit se réapproprier la fierté d'Hydro-Québec. C'est pas une shop qui est parfaite. Puis peu s'en faut, puis il y a encore beaucoup de choses à faire, puis il faut qu'on travaille bien mieux avec les nations autochtones. On le fait de mieux en mieux, mais on a encore du chemin à faire. Mais tabarnouche! Moi, aujourd'hui, là, quand j'ai quelqu'un qui se promène dans un État américain avec un char électrique, l'électricité est faite avec l'énergie fossile, t'as beau te promener avec un char électrique, mon grand, là, ça ne m'impressionne pas en tout. Ça ne change rien. Ton électricité était faite avec une énergie fossile. Mais quand tu te promènes avec une voiture électrique au Québec qui est faite avec de l'électricité verte, tu adoptes un comportement hallucinant.
Maintenant, il ne faut pas que tu sois tout seul dans ton char. Il faut que tu sois en équipe. Tu sais, c'est jusque-là qu'il faut aller. Mais c'est extraordinaire ce qu'on a. Quand on se promène à travers le monde, là, puis que les gens nous parlent, puis disent « Ah, t'es chez Hydro-Québec, puis vous avez... » Les Américains en rêvent de nos capacités hydroélectriques. Ils en rêvent. Il faut que ce soit une grande fierté, parce que je vais te dire une affaire. Si aujourd'hui notre électricité était comme aux États-Unis, manufacturée avec de l'énergie fossile, là, je te le dis, là, la pente serait hallucinante à monter, là. Puis si vous pensez que vous êtes anxieux là, vous le seriez encore davantage. Fait que l'idée, c'est qu'on a quelque chose de grand, de beau. Fait qu'il faut juste adopter des comportements qui font en sorte qu'on n'efface pas ce qu'on a d'extraordinaire, puis qu'on se serve de ce qu'on a pour se projeter. Parce que nous autres, notre défi climatique au Québec, c'est pas de transformer la manière dont on fait l'électricité, qui est le défi de partout à travers le monde. Notre défi, nous autres, c'est comment on consomme l'énergie, puis comment on consomme tout court. Fait que les gens qui sont en train de faire leur première transition, dans 15 ans, ils vont nous regarder et ils vont dire comment vous avez fait ça, vous autres, au Québec. On va être capable d'être le roadmap, le blueprint, pour prendre des expressions anglophones, de comment on peut faire ça. Tu sais, si Hydro-Québec, c'est moi, ben moi, ce qui me rend fier, c'est d'encourager les projets qu'on a vus à travers toute la balado. Tu sais, ça me rend fier, tu sais. C'est ça. Tu as raison. Puis c'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on va faire, Alexandre. Puis en même temps, on est en train d'écrire un livre. On a quelques personnages, puis on ne connaît pas encore l'histoire. On ne la connaît pas, l'histoire de cette transition-là. On sait ce qu'on a à faire, mais tu sais, le scénario n'est pas écrit. Il va falloir qu'on se donne de l'ambition, le droit à l'erreur, le droit à la découverte. Les gouvernements nationaux ont un certain pouvoir, mais jamais comme une entreprise qui est mondiale. Qui fait vivre l'entreprise mondiale? Ce sont les consommateurs. D'abord, le Québec, aujourd'hui, on le sait, a des émissions de gaz à effet de serre per capita qui sont parmi les plus faibles dans le monde. On a l'impression qu'on a un passeport diploclimatique parce qu'on a l'hydroélectricité. Or, on a plusieurs véhicules par ménage. Hein? Et on a plusieurs véhicules par ménage. On achète plus d'automobiles que jamais. Puis nos véhicules sont de plus en plus grands que jamais. Alors moi, ce que je dis, c'est que le Québec, malgré tout, demain matin, si, puis je pense que c'est possible, réussit à atteindre ses cibles de réduction de gaz à effet de serre, ça ne changera rien dans l'univers. Alors, si le Québec peut devenir un exemple de collaboration entre les gouvernements, les industries, les jeunes, puis dire, voici, on fait un projet pilote, puis voici le choix de société qu'on fait, puis voici pourquoi on le fait dans les circonstances qui sont les nôtres, puis que notre objectif à nous, au Québec, oui, c'est d'atteindre notre réduction de gaz à effet de serre, mais qu'on se donne l'objectif d'être une société inspirante pour le reste du monde en leur disant, c'est possible, puis c'est possible en ayant en tête qu'il faut le faire le moins cher possible. Ça, je pense que le Québec est capable de faire ça. Je préfère retenir le fait que le Québec doit donner l'exemple plutôt que se dédouaner en disant que ça changerait rien si on réduisait nos émissions de gaz à effet de serre. Puis pour y arriver, on va devoir faire des choix. Changer ce qu'on considère comme avoir réussi dans la vie, tu sais, par exemple, avoir toujours un plus gros char. Et du côté de nos gouvernements, faut contrôler les entreprises mondiales ultra polluantes à travers des lois. C'est d'un vrai projet de société qu'il faut qu'on se dote. Puis j'aime bien cette image-là de se dire, OK, toutes les fondations sur lesquelles notre société repose sont pourries, mais elles nous offrent l'opportunité de tout réécrire. Si seulement ces fondations-là veulent vraiment bien se tasser. Puis elles se tasseront pas si facilement. T'sais, c'est pour ça qu'il faut continuer à faire pression sur nos gouvernements, nos dirigeants, nos conseillers, nos patrons. On doit non seulement faire pression, mais on doit être plus nombreux. Toute la population doit se mobiliser. Faut passer à la vitesse supérieure. Et pour ça, il faut passer à l'échelle supérieure, c'est-à-dire de l'individuel au collectif. Et maintenant, pas à la prochaine génération. Parce que oui, je pense qu'on est vraiment capable de limiter les dégâts. Si j'y croyais pas un tout petit peu, je ferais pas cette série-là. Puis j'imagine que c'est pareil pour toi, Alex. Ben oui, évidemment. Surtout qu'à travers le balado, on a vu plein de projets qui nous prouvent qu'on a déjà les connaissances et les solutions pour que ça change. L'avenir vert est juste à notre portée. Puis bon, faut pas se mettre la tête dans le sable non plus, tu sais. Moi-même, j'en connais des périodes plus difficiles où la jauge d'espoir se vide au complet. Puis c'est correct, faut accepter ces moments-là. C'est pour ça qu'il faut le faire à plusieurs, ce changement-là. À plusieurs, on se soutient, chacun à sa manière. T'sais, moi, je peux vous raconter des petites jokes un peu. Ouais, en parler, faut pas rester tout seul là-dedans. Et comme tu dis, cultiver ce qui nous fait du bien. La musique, la danse, les shows d'Alex, par exemple.
Un bon exemple, j'aime ça cet exemple-là, c'est un excellent exemple. Pour ma part, c'est un peu quétaine, mais l'année dernière, quand je suis revenue de la COP25, c'est la poésie qui m'a sauvée. Tu sais, qui m'a aidée à retrouver du beau dans tout stade laid. Puis plusieurs projets qu'on a présentés dans le balado, c'est une forme de poésie. Pense à La Fermette, par exemple. De la prose sous forme de carotte. Faut pas oublier tout ça. On le fait pour vivre heureux dans un environnement où on se sent bien. Pour pas avoir envie de tirer la plug. C'était Léa Hilardo Et Alexandre Forêt. Avant de tirer la plug, c'est À la recherche, Camille Lopez. à la réalisation, au montage et à la musique originale, Marie-Hélène Frenette-Assad. Un concept de Barbara Judith Caron et Harold de Beaulieu. Avant de tirer la plug est une production d'Urbania présentée par Hydro-Québec. C'était un podcast Urbania.